J'adresse la parole à M. Badreddine Abidi, directeur du programme MEII, qui va assurer l'animation des banques tunisiennes qui vont présenter la contribution de ces banques pour le financement de la franchise en Tunisie. M. Badreddine. Merci. Merci Richard. Je voudrais également remercier la Chambre de commerce et d'industrie de Tunis, ainsi que l'Association tunisienne de franchise et tous les présidents ici pour cette occasion de nous permettre de parler encore de la franchise, pas également entre professionnels, mais également faire contribuer le grand public pour vulgariser encore ce concept qui a prouvé son succès là où il a été testé. Donc notre économie tunisienne elle est dans une situation à la recherche d'un nouveau business model qui devrait allier entre employabilité et valeur ajoutée. Nous pensons sincèrement que la franchise offre cette opportunité. Ce secteur-là, si on prend le cas des États-Unis, il est le premier secteur qui est employé aux États-Unis. En France, il emploie directement 335 000 personnes en emploi direct. En 2014, il y a 3 000 entreprises qui ont ouvert rien que grâce à la franchise. Donc, ce secteur est encore bourgeonnant en Tunisie, mais beaucoup d'entre nous ici croient en son potentiel, croient en sa valeur ajoutée à l'économie tunisienne. J'ai parlé d'employabilité, mais également les best practices pour nos PME. En matière, donc Richard l'a bien expliqué, en matière de transparence, en matière de best practice, en matière de diminution du hasard informationnel et de risque opérationnel, vu que le business model de la franchise était déjà testé et validé par le franchiseur et par les autres franchisés, que ce soit dans le pays destinataire ou dans les autres pays. On peut également trouver d'autres avantages à la franchise, comme la modernisation des secteurs jadis traditionnels, comme le commerce de détail, les boulangeries, les fleurs, l'entretien automobile. Lorsqu'on parle de franchise, également, il n'y a pas que l'importation, il y a l'exportation pour les entreprises locales qui voudraient exporter leur concept ailleurs. Donc c'est un vecteur d'export également. C'est un vecteur d'aménagement urbain, parce que ça déringardise les centres-villes, ça apporte de l'animation aux centres commerciaux. Il y a également un autre volet important, c'est le consommateur. Le consommateur, au jour d'aujourd'hui, il est au goût internationaux, il a des standards assez élevés, il se reconnaît dans la marque, il a ses repères dans le branding, dans la marque, et du coup, il est demandeur, il est preneur pour ses franchises, que ce soit international, que ce soit local. Il y a également le volet en fait culturel, puisque on sait bien que la franchise n'apporte pas que le produit, mais elle apporte un concept culturel et la culture du pays d'origine de la marque. Également pour les entreprises tunisiennes qui voudraient s'exporter avec des franchises, ils apportent la culture tunisienne, ils exportent le concept culturel tunisien. Donc, excusez-moi pour cette un peu longue introduction. Cela me permettrait de passer au volet financement de la franchise, parce que la franchise, comme tout secteur économique, elle a besoin du nerf de la guerre, du moteur ou du huile qui permet son fonctionnement, et il n'y a pas meilleur huile que l'argent, que le financement. Donc j'ai avec moi en fait les personnes qui sont là les meilleures personnes pour répondre à ces problématiques. Je me permets de vous introduire Madame Leila Bostanji, responsable PME d'ATG Bank, et Monsieur Mehdi Hamemi, donc de l'ATB. Donc ils sont là, ils nous accompagneront. Donc je vais leur poser quelques questions en fait qui tomberont nous tous, mais par la suite je vous céderai la parole pour une session de questions-réponses. Donc on commence en transition. Donc Madame Leila, merci d'être parmi nous. Donc, pourquoi les banques s'intéressent-ils à la franchise en fait? Qu'est-ce qui est intéressant pour une banque de financer une franchise? Bonjour à tous. Les banques ont observé depuis des années donc, l'évolution de l'intérêt de la société tunisienne pour la franchise. Pourquoi cet intérêt? Parce que c'est une expérience qui a marché, qui a fait ses preuves, qui a permis de développer le tissu économique dans des pays tels que les USA, en Europe. Donc, l'expérience de la franchise est là, elle est probante. Et le marché tunisien
a observé, est en train d'analyser, et maintenant, les banques sont là pour financer cette maturité. Nous sommes arrivés à un degré de maturité. Cette maturité, comme on l'a dit, c'est le parcours des promoteurs qui souhaitent investir, que ce soit en tant que franchiseur ou bien en tant que franchisé. Nous sommes en train de voir qu'il y a des exigences de préalable. C'est-à-dire il faut se préparer, il faut négocier, il faut apporter des fonds propres et il faut maîtriser le cycle en amont, en aval. Et une fois que tous ces préalables sont là, les banques vont intervenir plus facilement. Le banquier ne peut pas risquer dans un environnement qui n'est pas clair. Donc c'est tout à fait logique d'attendre cette maturité du marché. Et maintenant, nous sommes en train de voir que les choses sont plus claires. Et ça va nous permettre d'abord, nous n'allons pas former les gens, nous allons recueillir le produit de ce travail qui est fait depuis des années. C'est ces experts internationaux, locaux, ces échanges qui vont nous permettre d'avoir des dossiers qui se justifient, qui se défendent. Parce qu'il ne faut pas oublier que le banquier a en face de lui un investisseur. Donc si l'investisseur il est prêt, et ben, le banquier aussi il est prêt. Il ne cherche que ça. Donc c'est logique. Merci beaucoup, madame. Ceci nous permet de faire la transition sur une autre question en fait importante. Et là, je me permets de questionner M. Mehdi, en fait, sur quels éléments se basent les banques pour étudier un dossier soumis par une entreprise qui compte faire de la franchise en Tunisie. D'abord, avant de répondre à votre question et pour rebondir sur la question de ma collègue, pourquoi est-ce que les banques s'intéressent aux franchises? Comme l'a si bien exposé M. Bachir, Miobi, c'est les avantages de la franchise. C'est exactement l'avantage de la franchise qui est, en fin de compte, c'est une duplication d'une réussite. Ça a marché ailleurs, pourquoi est-ce que ça ne marche pas ici, en Tunisie? Les avantages de la franchise font qu'il y a moins de risques, la banque vient exposer à moins de risques qu'une PME classique. Un entrepreneur classique qui va se débrouiller tout seul, sur tous les fronts, et c'est plus de risques, donc ça représente plus de risques. Et puis, vous savez, l'accompagnement que le franchiseur confère à son futur franchisé, avant l'ouverture de son point de vente, pendant l'ouverture, tout au long de l'exploitation. C'est un accompagnement, c'est tant sur le plan technique que commercial, et donc ça atténue forcément les risques. Ce qui fait que la banque averse les risques commerçants, les accompagner, et ça fait un créneau porteur dans lequel nous sommes engagés, que nous avons tout intérêt à explorer. Maintenant, pour le financement d'un dossier de franchise, comme c'est un système interdépendant, où tous les maillons de la chaîne sont interreliés, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire le franchiseur. Quand vous avez un bon franchiseur, et que vous avez des franchisés qui n'accompagnent pas, c'est tout le système qui tombe à l'eau. Donc il faut que ça va d'abord. Le premier critère, c'est un bon franchiseur. Il dispose d'un concept qui est assez différenciateur par rapport à ce qui existe sur le marché. Un bon franchiseur qui justement va conférer ou qui a un savoir-faire modélisé, qui va le transmettre à son réseau. Et c'est un franchiseur qui va accompagner tout au long du processus de la création de l'entreprise. Ça, c'est le premier critère. C'est un critère qui va aider, bien sûr, par les documents, entre autres le document d'information pré-contractuelle que venait de décrire M. Richard. Et puis, il va être matérialisé en fin de compte par un contrat de franchise où ça contient toutes les obligations des deux parties, l'une envers l'autre. Et puis, un troisième élément sur lequel on se base, c'est justement la chaîne d'approvisionnement qui accompagne. Et c'est là, entre autres, l'intérêt de la banque, parce que la chaîne d'approvisionnement qui va accompagner cette création d'entreprise, il y a
il y a pas mal de parties prenantes qui sont indirectes, c'est-à-dire une dynamique qui va se créer. Les fournisseurs et tout ça qui vont intervenir sur cette chaîne, ça fait que ça fait un vivier pour la banque également. Sur ce point-là également, donc, on focalise. Et puis vous avez le plan de développement dans lequel un master franchisé, par exemple, de par son contrat de franchise, est obligé de s'engager dedans. Ce qui fait que ce sont ces éléments-là sur lesquels, et puis bien sûr, l'entrepreneur, le futur franchisé que nous allons financer, ses compétences personnelles, ses compétences potentielles, son implication dans le projet. C'est un ensemble de points que nous voyons pour évaluer un dossier de franchise qui est totalement différent d'une PME classique, au sens classique du terme. D'accord, merci beaucoup. Donc là, Madame Bostanger, concrètement, je suis un promoteur, j'ai une franchise, je suis à mon banquier, à mon agence bancaire. Quels sont les éléments dans le dossier que je devrais ajouter à mon dossier classique pour solliciter un crédit pour ma franchise? On va appeler ça simplement votre checklist à vous. Hein. Alors vous devez venir chez votre banquier avec votre DIP, hein, ce document d'information précontractuelle. Donc ça va résumer ce que vous avez fait, le parcours que vous avez fait, le contour du dossier. Vous devez venir avec votre contrat de franchise. Vous ne pouvez pas demander un financement sans avoir un contrat de franchise. Et vous devez venir avec votre contrat de location ou d'acquisition de fonds de commerce d'abord. Donc ce sont les 3 documents que l'on ajoute à un dossier de financement classique d'une PME. Donc une PME, c'est un business plan, c'est une justification des fonds propres ou bien c'est l'explication comment vous allez libérer votre fonds propre, c'est votre étude de marché, c'est votre vision. Donc à part tout ça, donc, ce sont les 3 documents que vous devez amener à votre banquier et c'est votre banquier qui va procéder à une analyse. Donc l'analyse du franchiseur va faire une étude sur vous, hein, votre historique, vos antécédents, votre expérience, l'expérience de votre franchiseur aussi, et ça c'est capital. Et ce que vous allez, et comment vous allez vous engager. C'est à titre personnel, sous forme d'une entreprise. Quelle est votre part? C'est des associés ou bien forme un compte juste vous serez unipersonnel. Donc c'est très important. Tout ça, ça va être pris en considération parce que si pour la partie fonds propres, on va juger qu'elle est insuffisante, on peut vous orienter vers le private equity, hein, vers nos SICAR, il faut qu'on voit tout ça. Donc, tout ça, ce sont des documents constitutifs de votre dossier. Par exemple, votre dossier ne peut pas être accepté la première fois. On ne va pas l'étudier tout simplement, parce qu'on va vous orienter, par exemple, vers le private equity. On va vous dire, on vous conseille de voir pour votre partie fonds propres, de revoir votre contrat, votre DIP, et après, vous allez améliorer votre dossier et vous allez revenir vers le financement. Donc, on part du spécifique pour rejoindre le général, pour retrouver les ordres classiques de financement. Un financement bancaire se base absolument sur des choses qui sont claires. Vos immobilisations, les stocks de démarrage, donc tout ça, ça va être repris dans votre, disons, ce qu'on appelle votre schéma d'investissement. Combien vous allez amener, vous ou bien vos associés, et comment nous allons intervenir. Est-ce que nous allons intervenir directement sous forme de crédit d'investissement, parce que selon vos cash flows nécessitent une part des crédits à terme que vous allez rembourser au fur et à mesure du développement de votre activité, ou bien on va mettre en place des crédits, une partie court terme pour financer vos approvisionnements, hein,
votre cycle, disons, de commercialisation et un crédit d'investissement. Et la durée de ce crédit aussi, elle va être conditionnée parce que les documents que vous allez nous amener, si ça nécessite un long terme, il faut que ce soit du long terme. Si c'est du moyen terme, ainsi de suite. Donc c'est vous qui êtes le premier porteur du projet et votre banquier va intervenir. Il va discuter et négocier avec vous. Et les choses qui ne sont pas claires, vous serez appelé à les clarifier pour revenir. Donc, disons, moi, ce que je peux dire, je ne parle pas de rejet de dossier, je parle de dossier du premier, deuxième réexamen, donc d'amélioration de la qualité du dossier. C'est comment rendre un dossier bancable. C'est-à-dire ces allers-retours qui vont permettre la réussite aussi du projet dans les meilleures conditions, parce qu'il ne faut ni surévaluer ni sous-estimer. C'est très important de cadrer. Donc le cadrage est un élément primordial dans la franchise. Donc, merci. Merci beaucoup, c'est très clair. Donc, en tant qu'entrepreneur, je sais bien que ma banque va financer mon installation, en fait, via des crédits d'investissement, mais pas uniquement ça, parce que ma banque va également financer mon cycle d'exploitation via des facilités de caisse, des crédits court terme. Mais je ne suis pas totalement rassuré parce que je sais pertinemment qu'il y a un ogre, en fait, face à tout promoteur, qui est la garantie, en fait. Ma banque va solliciter sûrement des garanties. Donc, Monsieur Mendes, est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? D'abord, avant d'aborder la question des garanties, l'approche que nous adoptons, c'est une approche qui se base sur les cash flows, sur la rentabilité du projet d'abord, sur les compétences et sur tous les critères que nous avons développés tout à l'heure, toute la chaîne de... Oui. C'est bon, hein? D'accord. Alors, donc, comme je vous disais, l'approche de la banque n'est pas une approche basée sur la garantie. C'est pas une approche, on ne fait pas du crédit sur gage. Voilà. On se base d'abord sur le cash flow, qui se base sur la rentabilité, sur la viabilité, sur le projet lui-même, sur l'ensemble de critères que nous avons développés tout à l'heure. Et puis, en dernier ressort, nous voyons la question de la garantie. Si le promoteur en dispose le mieux, vous disposez d'une garantie réelle et hypothécaire, sinon c'est le projet lui-même. Nous allons sur le projet lui-même, le fonds de commerce, les éléments constitutifs, matériels, les équipements. Et puis à titre visuel, nous avons une assurance qui va dans le sens de garantir un peu d'intervenir au niveau de la couverture du risque. Mais sinon, l'approche c'est basée sur le projet lui-même et sur l'ensemble des critères que nous avons développés. La question de la garantie, c'est vraiment en dernier lieu. Et comme je l'ai dit, je répète, à défaut de garantie consistant en hypothécaire comme on l'exige assez souvent au niveau des banques, on peut se contenter sur la garantie du projet et accessoirement une assurance crédit. Je suis rassuré là. Richard, si vous avez quelque chose à rajouter en matière de garantie, if you have something to add concerning the collateral. Just to reiterate what Mehdi and Leila have said, is the main focus is the viability of the business, the cash flow of the business. And as you know, there is the guarantee fund that we have to support the development of franchising. And at the end of the day, collateral in markets like the US, it is not collateral intensive. It's not reliant on guarantees. And in its purest form, the market value of a franchise is its guarantee. And the market value is based off the expected cash flow of an individual franchise unit times a multiplier. So what we're working with the banks, when we're looking if a guarantee is viable for a particular project, we're strongly looking at the cash flow and the ability for that franchise to continue in operation whether or not the franchisee lives up to their expectations. So what that means is that the bank is going to want to have the ability to have the fonds de commerce and the key operational equipment as a guarantee.
with the request. Okay? Because in the event of default, and if the franchisor is going to engage a new franchisee because they have a break in their agreement, it's the actual franchise business that could be picked up by someone else, and the ability to port that to another franchisee that could continue to run that operation. So what's different from today is in today's market, there is often a reliance on hard collateral, that being real estate in many cases. And with this program, we move away from the focus on real estate and focusing on project-related guarantees. And that's the focus of this. So where you may have a lot of difficulty financing a project today because you lack a real estate guarantee, this program will help you access finance, assuming that you have a solid cash flow and a solid business plan to accompany it. Merci beaucoup, Richard. Monsieur Mignoumi, donc, je pense qu'il a quelque chose à ajouter. J'aimerais juste ajouter une chose, parce que là, on parle des banques, mais la perspective des franchiseurs est très importante. Parce que quand le franchisé se présente chez le franchiseur il fait presque la même analyse que vous proposez. Parce que pour résumer, le franchiseur, dont je représente un petit peu les franchiseurs américains, il va d'abord savoir, est-ce que vous avez le capital en entier pour la première année, et est-ce que vous avez le capital de au moins 30% pour les années qui viennent. Il ne rentre pas trop dans la considération, est-ce que vous allez avoir un prêt ou pas. En fait, quand ça pourrait même jouer un rôle négatif. Il ne faut pas parler aux franchiseurs, surtout des franchiseurs. Il ne faut pas parler du fait que vous allez d'abord avoir une banque. Il faut d'abord parler en tant que personne qui a déjà le capital nécessaire. Par la suite, quand vous avez fait une connaissance précise, et vous avez déjà établi certains échanges avec le franchiseur, avec le franchisé et l'entrepreneur franchiseur, vous allez par la suite parler du fait que vous allez quand même passer par une banque. Mais il ne faut pas parler de ça au début. Mais l'important, pour résumer, c'est que le franchiseur veut, est-ce qu'il a affaire à une personne qui a la capacité financière de s'établir au moins la première année à 100% et d'avoir 30% du capital pour les 5 années qui viennent. Merci pour cet accent mis sur le franchiseur, et ça me permet aussi de poser mes questions parce que je suis un jeune promoteur, un nouveau promoteur, je joue le rôle du franchisé. En quoi le franchiseur pourrait-il m'aider pour préparer mon dossier que je vais soumettre à ma banque? En quoi le franchiseur pourrait-il m'aider? Donc, si vous pouvez me répondre, ou bien l'un des banquiers ici présents. Merci. En premier lieu, la première réponse que le franchiseur va vous donner, c'est qu'il a une expérience, c'est une enseigne rodée. Ça, des fois, faire affaire avec des franchiseurs qui ont fait leur preuve. Numéro 1. Selon nous, si vous avez affaire à une compagnie française ou américaine, il y a le document de divulgation qui pourrait donner, qui est un élément très important pour la banque. Et aussi, il y a l'aspect transparence. Déjà, il y a l'expérience des franchiseurs qui est déjà divulguée. Et le fait que... Mais le franchiseur ne va pas vous aider directement avec la banque. Vous allez normalement avoir indirectement accès à toute l'information sur le franchiseur. N'est-ce pas? Donc, c'est pas... La plupart des franchiseurs sont très réticents à jouer le rôle d'entrejeu entre la banque et le franchisé. Ils ne veulent pas rentrer dans ce domaine-là. Est-ce que c'est vrai ou pas? De toute façon, la relation banque-client, c'est une relation directe. Si le franchiseur qui se présente pour le financement, c'est une relation banque-franchisé, uniquement. Donc, comment est-ce que le franchiseur pourra l'aider? C'est indirectement, à travers sa autorité, à travers le concept qui a fait toutes ses preuves, à travers la divulgation d'informations, dont les réalisations financières, le réseau, comment il fonctionne. Toute la notoriété de l'enseigne, il fait que c'est un critère sur lequel on se base le banquier.
Merci beaucoup. Donc, je vous cède la parole si vous avez des questions. Mesdames et messieurs, vous avez là 4 experts, Leila, Bachir, Mehdi et Richard, et ils vont vous répondre gratuitement pour cette fois. Donc, à vous. Bonjour. Si j'ai compris, la banque nous demande le contrat franchiseur-franchisé pour le dossier. Alors que le franchiseur, pour signer le contrat, il a besoin du montant complet. Donc, cas, on n'a pas... C'est pas une solution pour ce problème. La solution, c'est un draft, c'est un pré-contrat. Une fois que vous êtes entré avec le franchiseur, comme vous voulez le dire, avant de signer le contrat, vous devez boucler votre schéma de financement. Avant de boucler le schéma de financement, si le banquier va vous demander votre contrat de franchise, ça ne fonctionne pas. Et donc, on peut se contenter d'un draft, un pré-contrat, sur lequel on va se baser pour un accord de principe. Une fois on aura tout bouclé, on bascule sur le... Donc, un pré-contrat avec le franchiseur. Comme l'a exposé M. Richter. Merci. Merci. Ce qui a été présenté par Madame et Monsieur les banquiers, c'était très intéressant. Mais je m'attendais à ce que vous nous parliez un peu des... est-ce que les marques et les enseignes sont notées chez nos banques tunisiennes? Parce que, comme vous le savez, les enseignes et les marques en France sont notées. Donc moi, franchisé, je suis rassuré de m'adresser à ma banque qui va me dire que oui, c'est un bon ou non franchiseur. C'est ma première réflexion. La deuxième, est-ce que vous avez, vous, banquier, est-ce que vous avez noté les quelques marques qui opèrent sur le territoire tunisien, comme disait monsieur tout à l'heure? Il disait que s'il y a des plaintes contre le franchiseur, est-ce qu'il a des problèmes? Combien de points de vente ouverts lors des 2 dernières années? Combien on a ouvert de points de vente? Toutes ces informations doivent être connues par les banques tunisiennes. Merci. Noter les franchiseurs, je vous réponds directement non. On est au tout début. C'est une expérience qui est toute récente. Donc franchement, noter non. Mais en ce qui concerne votre deuxième question, la question de... Les informations sur les... Alors les informations, elles sont contenues dans le document d'information précontractuelle. Vous avez évoqué les éventuelles sorties, entrées, litiges avec le franchiseur dans tout son réseau. Ce sont des informations qui doivent obligatoirement être contenues dans le document d'information précontractuelle. Donc vous pouvez y avoir accès. Comme c'est entre autres motifs qui fait que la banque demande à ce que ce document soit entre autres documents requis dans le cadre de la constitution d'un dossier. Donc l'information est disponible dans le cadre du document d'information précontractuelle. Vous aurez toute l'information. Je vais ajouter, monsieur, un petit quelque chose. Donc la notation. Donc noter les entreprises. C'est une pratique courante chez les banquiers. Donc, toute entreprise a une notation. Il y a une notation système, il y a ce qu'on appelle une notation agréée auquel on ajoute de l'appartenance à un groupe, d'autres données sectorielles. Donc, ces informations-là sur un franchiseur étranger sont disponibles. Donc, on n'a qu'à consulter les divers sites web pour avoir d'abord ces notations. Son historique. Donc, en Tunisie, on n'a pas une centrale de notation pour les entreprises étrangères, mais on a accès aux notations qui sont disponibles et que nous utilisons même pour les entreprises classiques. Donc, concernant cette première réponse, pour le local, donc, c'est quoi donc pour la deuxième partie,
les litiges, nous n'avons pas, c'est-à-dire que avoir une idée sur les entreprises actuelles, combien elles opèrent, ça, nous n'avons pas encore de centrale, nous avons des sites, des associations, donc nous accédons au même site d'information auquel tout le monde accède, mais je pense que l'information elle est disponible et que même l'OCT aussi nous communique, les États, ceux qui viennent d'avoir la franchise, les dossiers en attente. Donc déjà, ce qui est bien, c'est qu'en quelques années, on commence à avoir un accès très objectif à ces données. S'il vous plaît. Nous n'avons pas pensé à des protocoles de partenariat avec les banques françaises parce que c'est pas question de banque française parce que la Tunisie elle traite en général avec la BEI, la Banque européenne d'investissement, la BERD, Banque européenne de reconstruction et de développement, la BIR, Banque internationale. Donc ce sont des banques qui nous donnent des lignes de refinancement et pour le moment il n'y a pas de ligne de refinancement de franchise. La franchise, c'est un investissement qui doit répondre à des critères d'investissement. On a dit qu'il a des particularités en amont. Avant le montage du dossier, il faut répondre à ces exigences dont on vient de parler. Mais nous n'avons pas de ligne de refinancement classique, par exemple à des taux bonifiés pour financer la franchise. S'il vous plaît, par ici. Je pense pour les banques, il n'y a pas de souci pour le fonds propre. Les États-Unis ont mis à votre disposition, dans le cadre de Tunis Med Franchise, un fonds de garantie de 50 milliards. C'est-à-dire que vous êtes protégé par ce fonds-là. Primo. Secondo, pour le fonds propre, et d'ailleurs, il y a un autre fonds de 100 milliards qui est destiné pour les jeunes Tunisiens pour créer leur entreprise. Deuxièmement, pour le fonds propre, c'est-à-dire il y a un fonds des pays de Golfe qui a mis à la disposition de banques 17 milliards pour les fonds propres pour les jeunes pour qu'ils puissent faire leur projet. Il y a un autre fonds, c'est le fonds chinois. Il y a un autre fonds, c'est le fonds suisse. C'est-à-dire que les fonds existent. Ce n'est pas question de fonds. Primo, secondo la question que je pose, si j'amène tous ces fonds-là, le fonds propre, etc., quel est le coût de crédit? En cas de litige, est-ce que le tribunal de Tunis ou de Londres est compétente? Concernant l'avant-contrat, il y a le document PISA, c'est-à-dire on donne 20 à 30 millions pour le franchiseur. Mais le franchiseur peut ne pas accepter. Ces fonds sont des fonds propres. Est-ce que vous, les banques, vous acceptez, c'est-à-dire cette méthode de travail ou non? Je vous remercie. Pas mal de questions. La question du litige éventuel qui pourrait se poser entre la banque et son client. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est une relation directe. Nous contractons avec notre client. Et donc, c'est le droit tunisien qui prévaut. La relation entre le franchisé et le franchiseur, c'est une autre paire de manches. Ça, c'est une autre paire de manches. Le contrat de prêt, avec le tribunal de Londres, avec cette relation qui est régie, les franchisés et le franchiseur. Ça n'a rien à voir. Le contrat de prêt qui se fait entre la banque et son client tunisien, en l'occurrence, c'est... qui fait... On peut voir, mais la règle de base que nous adoptons, étant donné les relations contractuelles entre deux parties, c'est le droit tunisien qui prévaut. C'est le contrat hypothécaire qui est basé sur les règles de droit tunisien. Je vais rebondir sur cet aspect-là. Nous, lorsque nous finançons un projet, nous allons le faire sur des ressources tunisiennes, refinançables en Tunisie, éligibles aux tribunaux tunisiens. Si vous avez un litige, s'il y a un litige entre franchiseurs et franchisés, et c'est des tribunaux internationaux,
pour nous, c'est un élément à prendre en considération lors de l'analyse du dossier. Ça peut être un élément important. Moi, je pense que c'est logique dans chaque négociation commerciale, chacun souhaite revenir vers son pays pour si en cas de litige. Donc, moi personnellement, ça ne me dérange pas. Mais nos crédits sont en ressources tunisiennes, donc et même comme je viens de le dire, il n'y a pas de ligne de refinancement de la franchise. Il y a des fonds d'investissement pour aider les jeunes. Attendez, monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Si vous voulez, je vais vous répondre, s'il vous plaît, monsieur. Alors, il y a des fonds pour aider les jeunes, pour aider les startups. C'est pour ça que je suis en train de parler du private equity, que j'ai demandé qu'il n'y a pas un dossier peut avoir plusieurs allers-retours, et tous les promoteurs dont les fonds propres qui jugent qu'ils n'ont pas suffisamment les fonds propres nécessaires peuvent se retourner vers ces fonds-là. On les invite à les consulter. Il y a beaucoup d'avantages, surtout pour les jeunes, pour les startups. Mais le crédit bancaire est un crédit totalement sur la ressource de la banque. Donc, il n'y a pas de subvention dans ces garanties. Je suis très claire là-dessus. De toute façon, la question du refinancement du crédit, c'est une question qui se pose entre la banque et son bailleur de fonds. Mais là, on est sur la question banque et franchisé, futur demandeur de crédit. Oui, bonjour. And just one last point about the OPIC fund. It's at the end, it's a risk-sharing mechanism. It's to help the banks share the risk of new franchises entering the market. So it's not a risk-free mechanism for the bank. It's not designed as a giveaway. It's designed to reward those franchises that have a good cash flow, that have a good product, that have a good chance of making it. And it's about backing these franchises that would have trouble accessing finance otherwise because they may lack the real estate collateral or other hard collateral requirements that often exist. Juste ce que disait Richard, c'est que le fonds OPIC, c'est un fonds destiné aux banques pour le partage des risques, en fait. Il ne réduit pas, il n'anéantit pas le risque, mais en fait, il permet aux banques de se concentrer plus à la rentabilité du projet, au cash flow, plutôt qu'à l'aspect garanti. Mais c'est juste quelque chose de partage du risque, mais le risque existe toujours, et c'est le risque inhérent à toute activité économique, bien sûr. Oui, bonjour. Moi, je me demande pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, fin 2015, en Tunisie, lorsqu'on parle du financement, on pense uniquement aux banques. Alors qu'il y a beaucoup d'autres sources de financement, mais malheureusement notre pays n'est pas encore prêt, législativement parlant, pour encourager par exemple le crowdfunding, le financement participatif, que les gens veulent intervenir, veulent financer, veulent participer à tel ou tel projet. Ça n'existe pas chez nous. Il y a d'autres aussi mécanismes qu'on peut voir en Europe, aux États-Unis, qui encouragent beaucoup aux investissements et à la création d'emplois. Donc pourquoi il n'y a que les banques? Pourquoi on ne fait pas autre? Nous, on veut contourner les banques. Parce que nos banques, malheureusement en Tunisie, ne donnent plus de crédit, ne supportent pas les jeunes, et je ne sais pas moi, ils veulent que des garanties. Voilà, merci. Là, je suis totalement d'accord avec vous. En fait, comme Richard l'a mentionné dans son intervention, il y a d'autres mécanismes de financement. Il y a le financement en fonds propres, comme les SICAR, les private equity. En fait, il y a aussi les mécanismes de financement hybrides, comme les quasi-fonds propres ou les autres. Mais également, il y a le financement bancaire qui, la réalité économique en Tunisie, fait que la majorité du financement se fait via les banques.
Donc c'est pour cela qu'on fait le focus. Et ça, c'est la spécificité de l'économie tunisienne. On ne peut pas dire que c'est quelque chose de bon ou de mauvais. Ça dépend en fait de l'économie du pays. Si on prend par exemple le cas de l'Allemagne, 80% de financement des entreprises ne se fait pas via les marchés, mais via les banques. Si on prend les pays anglo-saxons comme les États-Unis, c'est vraiment le contraire. Ils ont des marchés financiers assez développés, une culture en fait de private equity et de bourse assez développée. Et du coup, le financement se fait 80-20 de l'autre sens. Du coup, ça dépend de la spécificité du pays. Et pour répondre encore à votre question, donc il y a des mécanismes qui se développent en Tunisie, comme le microfinance, le microfinance ou le crowdfunding ou autres formes de financement donc alternatives. Mais là, on se concentre au moins dans notre intervention aujourd'hui sur le secteur bancaire qui reste le principal pourvoyeur de financement pour le PME en Tunisie. Mais ça n'enlève rien de la pertinence de votre intervention.